Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Nous allons parler de communication locale et j'ai la chance d'être avec Xavier Guillon, directeur général de France Pub, et Jonathan Leborgne, CEO de Je bosse en grande distribution. Comme décor, une enseigne vieille de 100 ans, c'est l'enseigne d'un magasin de mes grands-parents. Donc quoi de mieux qu'une enseigne pour commencer, c'est quand même le démarrage de la communication locale. Je me présente donc Elisabeth Conny, fondatrice de Madame Benchmark. Je fais de la veille sur la communication des 100 premières enseignes en France et je suis contente de passer la parole à Xavier. Merci Elisabeth. Eh bien, on va démarrer cette matinée. Bonjour à toutes et à tous. Je m'en excuse à l'avance, une petite avalanche de chiffres, mais à un moment donné, il faut bien peser, chiffrer les choses. Donc on va faire un premier topo sur une première présentation du marché de la communication locale. Aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est d'une très grande actualité. On va répondre à 3 questions simples. C'est qui sont les annonceurs locaux, combien, quel est le montant de la taille de ce marché et pourquoi cet engouement et ce développement de la communication locale. Voilà, donc 3 questions simples auxquelles on va essayer de répondre avec quelques chiffres de cadrage. Alors, on va s'appuyer pour les données chiffrées, le cadrage que je vais vous présenter. On s'appuie sur l'étude France Pub Annonceurs qui existe depuis 25 ans et qui mesure l'ensemble du marché de la communication et de la communication locale depuis 25 ans avec un très gros panel d'annonceurs, plus de 2000 interrogations par an, une très grosse étude de l'offre. Voilà, et ce sont des chiffres qu'on publie également en partenariat dans le cadre du BUMP maintenant depuis quelques années, du baromètre unifié du marché publicitaire, avec nos partenaires, donc l'IREP, l'Institut de recherche et d'études publicitaires et Kantar. Alors, le marché, donc, première question, qui sont les acteurs de la communication locale? Donc, aujourd'hui, sur l'ensemble du marché, vous avez, pour faire simple, 10 000 annonceurs nationaux qui ont vraiment une communication dont le territoire est national ou international. 10 000 acteurs en France, entreprises, qui sont purement nationales ou internationales. Et vous avez 565 000 acteurs locaux qui ont, comment on définit local? C'est tout simplement qu'ils nous définissent que leur rayon d'action géographique n'est pas la France entière, est limité à un territoire, un pays, etc., une zone de chalandise. 565 000 acteurs territoriaux. Alors, en réalité, il y en a un peu plus, à peu près 1 million, mais on retient 565, puisque après, vous avez des très petits acteurs. Les 565 000 acteurs locaux font 95% de la communication micro-locale. Voilà. Donc on va se concentrer donc 2 segments de communication. Donc bien sûr en communication locale, l'intégralité des 565 000 acteurs locaux, des directeurs de magasins, de boutiques, des directions régionales, des caisses régionales de banque, etc. Voilà, donc des administrations locales, voilà, on va regarder tous ces publics-là. 565 000, ils dépensent un peu plus de 8,5 milliards par an en communication nette, médias, hors médias et digital. Donc ça c'est le segment évident, les acteurs locaux. Deuxième segment de la communication locale, c'est la publicité locale émise par les annonceurs nationaux quand ils font de la surpression locale. Alors souvent on ne pense pas, alors les spécialistes du secteur connaissent cet environnement, ce qu'on va appeler la multilocale en fait, c'est une enseigne, une marque qui va en complément de sa communication nationale exercer une surpression ou sur la présence de son réseau ou sur des cibles géographiques particulières qu'elle a identifiées sur le territoire. Ce deuxième segment pèse 2,5 milliards. L'ensemble nous fait donc un marché en net médias, hors médias et digital de 11,3 milliards d'euros. Voilà. Là, on est sur tous les annonceurs, c'est pas que la grande distribution, c'est le marché de la communication. On va regarder les secteurs d'activité, il y a tout le monde. Voilà. Ça pèse un tiers du marché total. Le marché total de la communication en net, vous nous suivez probablement pour certains d'entre vous dans nos communications sur Bump, c'est 33,8 milliards d'euros. Alors en 2019, on ne va pas parler de 2020 qui est une année un peu atypique, on en parlera dans quelques jours avec le Bump, voilà. Donc pour rester sur des valeurs stables, on va parler de 2019. Donc c'est un tiers. Le marché de la communication dont on parle, aujourd'hui, représente avec 11,3 milliards d'euros, un tiers de toute la communication. Et depuis 25 ans qu'on fait ces mesures, ce poids est constant. Voilà. Donc il faut bien avoir cette masse, déjà cette vision extrêmement large de la communication locale. Alors, évidemment, quels sont les médias qui sont présents? Alors, n'ayez pas, il y a un gros tableau, vous le retrouverez, j'ai juste commenté pour vous donner les grilles de lecture, vous le retrouverez, c'est pour vous l'ayez après ultérieurement quand vous consulterez les documents de la réunion. Vous avez ici le poids en fonction de chacun des médias, leur niveau d'intervention dans la communication locale. Alors, par exemple, en deuxième ligne, la télévision
Il n'y a que 2% sur les 4 milliards 218 millions nets qui sont dépensés en télévision. Il n'y en a que 2% aujourd'hui qui sont en local, parce qu'il y a l'offre locale des télévisions locales, mais il n'y a pas encore de télévision segmentée, ça va arriver, donc ce pourcentage devrait augmenter. Voilà, mais ça vous donne le poids de chacun des médias. Voilà, par exemple, en affichage, c'est près de 60% de la communication en affichage est localisée. Voilà, c'est-à-dire que sur les 1,395 milliard nets de dépenses en affichage, vous avez 617 millions qui viennent des acteurs locaux, les 565 000 qu'on évoquait tout à l'heure, qui achètent des réseaux locaux. Et vous avez 201 millions qui viennent des acteurs nationaux qui font de la surpression locale, qui achètent des réseaux sur mesure. Voilà. Alors vous avez comme ça, vous pourrez le consulter tranquillement, le poids de tous les médias dans leur poids entre le local et le national. Alors, important également sur le numérique, étant près de l'ensemble des médias digitaux. Alors le média, l'ensemble de la communication numérique en France, c'est 6 milliards 809 millions. Donc c'est un périmètre qui est très large. Sur les 33 milliards, hein, ça a pris en quelques décennies, on est sur 6 milliards 8. Donc là-dedans, on va prendre le display classique, bien évidemment, le search. Il va y avoir également tout ce qu'on appelle les médias propriétaires numériques, qui sont tout ce qui est animation des réseaux sociaux, le brand content, le développement des réseaux. C'est un périmètre très important d'investissement. C'est uniquement les investissements décaissés par les annonceurs sur leurs médias digitaux. 6 milliards 8. Eh bien, regardez déjà la part du local, parce que souvent on a l'impression d'un média purement national. Regardez la part du local, 39%, 2 milliards 680 millions sont initiés et dépensés sur de la communication locale sur le digital. Donc en fait, c'est une alimentation très importante de la communication digitale en France. Voilà pour situer. Alors vous retrouverez ce tableau, vous pourrez le regarder dans le détail, nous poser des questions ultérieurement. On a vu un peu ce que ça pèse et le poids dans les principaux médias. On va regarder maintenant par secteur d'activité. Alors là, vous avez les deux segments. Donc on a parlé du segment des nationaux, le premier segment. On va donc être sur les annonceurs nationaux qui font de la communication locale. On le rappelle, il y a 10 000 acteurs nationaux, un rayon d'action national et international. Parmi ces 10 000, il y en a un peu plus de 4 000 qui font de la surpression. Donc tous n'en font pas, par définition. Donc on a 4 000, un peu plus de près d'une petite moitié des acteurs qui font de la communication, de la surpression locale, du multilocal. Ils dépensent donc 2 milliards 576 millions d'euros. Et vous avez ici, vous le retrouverez, le nombre d'acteurs, la répartition des 4000 acteurs par secteur d'activité. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de distributeurs, je crois qu'ils nous regardent. Donc on va se concentrer, par exemple, en distribution spécialisée. On recense 354 enseignes qui font de la communication multilocale. Ils dépensent, et leur montant total de communication, tout compris, c'est 2 milliards 233 millions d'euros. C'est la colonne qui est un peu en gras. Et la part de communication multilocale, c'est 246 millions. Voilà. Et la communication multilocale des acteurs nationaux de la distribution spécialisée, ça représente 11% de leurs dépenses totales de communication. Alors, ce n'est pas le secteur qui fait le plus de multilocal, tout simplement parce que les acteurs locaux ont des prises de parole extrêmement fortes. Le directeur de magasin, de Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Les enseignes ont une prise de parole locale qui est très forte. Ce qui fait que du coup, la prise de parole multilocale des acteurs nationaux est proportionnellement un peu plus faible que dans d'autres secteurs, ou par exemple dans le domaine de l'immobilier, sur les 154 acteurs nationaux qui font de la communication multilocale, c'est 36% de leur communication qui est localisée. Voilà, c'est tous les promoteurs qui vont avoir une communication nationale et qui vont localiser leur communication en fonction des programmes qu'ils ont à vendre sur telle ou telle zone géographique. Voilà, donc vous pourrez retrouver chacun de ces secteurs. Alors on peut parler bien sûr aussi de la distribution généraliste, 30 enseignes recensées qui font de la communication multilocale. Même montant global d'investissement, 2 milliards 338 millions en net sur l'ensemble de la communication. Et pareil, 10%, donc 224 millions nets sont consacrés à faire de la surpression locale. Voilà. Donc là, pareil, on va parler maintenant de l'autre segment, donc les acteurs locaux et régionaux de ce marché. Donc on rappelle, il y a donc 565 000 acteurs, significatifs, un large marché en local. Donc c'est pareil, vous le retrouverez dans ce vaste tableau, vous avez la répartition, dans l'automobile, 22 000 acteurs, voilà, dans chacun des acteurs, vous avez le nombre d'acteurs qui émettent de la communication de façon significative en local. Vous avez la répartition en nombre, leur montant net d'investissement, donc si on prend le commerce alimentaire spécialisé par exemple, 31 000 enseignes recensées, pigées en communication locale.
Et vous avez les montants, vous allez retrouver les montants dans chacun des domaines investis. Donc sur les 8,7 milliards, ils seront répartis par secteur d'activité. Vous pourrez regarder ce que ça représente. Alors, on va terminer sur ce panorama. Voilà, alors juste la dynamique. Donc là, je rappelle qu'on est en 2019, prévu 2020, parce qu'évidemment, en 2020, il ne s'est pas passé ce qui était prévu, parce qu'on n'avait pas connaissance de la crise sanitaire. Mais regardez cette dynamique entre les annonceurs qui ont dit « j'en fais autant de pubs locales, j'en fais moins et j'en fais plus ». Donc en jaune, c'est ceux qui déclarent en faire plus qu'auparavant. Regardez la dynamique, le solde entre les moins et les plus, c'est tout à fait fort. Par exemple, en distribution, vous n'avez aucun moins et vous avez 14% de plus. Donc la dynamique est très clairement sur l'action. Ça, on mesure ce que tout le monde ressent, cette appétence pour la communication locale, où on sent que de plus en plus, on veut se rapprocher, créer du lien avec les consommateurs. Et cette tendance, on l'observe depuis combien de temps? Combien d'années? Alors, en fait, elle est très forte. Ce marché local a toujours existé. Le développement, depuis une dizaine d'années, on va dire, est encore plus puissant. Alors, ta question est intéressante, avec un peu un phénomène de yo-yo entre les deux grands acteurs qu'on a vus, les locaux et les nationaux locaux. Alors, Elisabeth en parlera tout à l'heure beaucoup, avec des exemples très concrets, mais c'est tout à fait intéressant de voir le phénomène de balancier entre, à un moment donné, on remonte les budgets locaux au siège pour piloter, organiser une action locale, où on ouvre les vannes en local pour que ce soit plus les acteurs locaux. Pendant des années, on a eu un phénomène de balancier, en fait, sur un marché global, où on remontait, où on descendait les budgets. Aujourd'hui, Elisabeth en parlera tout à l'heure, on va être dans un mode, et c'est ce qui aussi explique le développement de ces marchés. Aujourd'hui, la technologie, la capacité de traiter l'information locale, de mesurer localement, fait qu'on dépasse ce débat local ou multilocal, acteurs nationaux locaux, pour avoir une vision commune aujourd'hui grâce aux plateformes, et on va partager des stratégies en partant d'une mesure locale. Parce qu'avant, souvent, on définissait des stratégies multilocales ou nationales, et puis ça marchait bien, c'était professionnel, on savait quel discours tenir, mais localement, ça ne marchait jamais complètement, parce que tous les systèmes sont particuliers. À Lorient, c'est pas comme à Angoulême ou à Limoges, il y a des spécificités. Donc on disait, le fameux Think Local, Think Global, Act Local, des belles stratégies construites, et puis on disait en local, comme ça ne marche pas très bien, débrouillez-vous. Comme tu disais en préparation de cette conférence, il y a autant de différences entre un consommateur breton et, je sais pas moi, niçois, qu'entre un Français et un Allemand? Mais bien sûr. En fait, la France est totalement hétérogène. On va regarder en termes de ces territoires. Il y a une unité française qui a mis plus de 2 millions à se construire, avec beaucoup de difficultés dans certains cas. Mais il faut bien voir qu'on a amalgamé la dentellière de Cambrai avec le petit Savoyard ou le Berger Landais. Donc c'est quand même, c'est extrêmement... Le ramoneur savoyard. C'est quand même très très compliqué. Voilà. Donc c'est des comportements très différents. Donc on voit bien que ce développement du marché local, c'est aussi parce qu'on peut partager la même information maintenant, c'est-à-dire qu'on inverse le paradigme. C'est Think local et Act global. On peut partir en fait de la mesure des spécifiques des comportements locaux et pour pouvoir enclencher des plans de communication structurés en multilocal. Voilà, donc on est dans ces mouvements. Cette connaissance approfondie des marchés permet de partager l'information et de développer ces marchés. Voilà donc pour revenir sur cette dynamique. Alors un exemple pour vous montrer, on a parlé des grands secteurs. Donc après, si ça vous intéresse, ce qu'on peut faire, c'est faire ce type d'analyse sur un univers donné. Donc là, par exemple, on est sur l'univers de la banque assurance. Et vous allez avoir, le marché se répartit, donc le total de la communication du secteur des assureurs, 640 millions nets, médias hors médias et digital. Vous avez donc la plus grande part qui est consacrée en communication nationale. Et vous retrouvez ici, je m'approche du mal à voir les chiffres, vous avez donc 509 millions qui est dépensé en national pur, 55 millions qui est dépensé par les agences locales, en fait, les assureurs locaux, et vous avez 76 millions d'euros qui est dépensé par la surpression locale des têtes de réseau national. Voilà. Ça, vous pouvez le retrouver, on peut le construire sur n'importe quel univers annonceur avec des poids très différents en fonction des acteurs. Voilà. On peut même le décliner. On a vu le seul assureur, on a fait ici les 6 premiers assureurs, et on va pouvoir décliner le mix, en fait, le poids de chacun des médias, de chacun de ces assureurs, leur part du local, et regardez ce que dépensent tous les... donc là, sur les assurances, vous avez 18 839 agences locales qui ont donc dépensé 54 millions d'euros, et les 6 principaux acteurs, les 6 grandes marques, ont dépensé, elles, en total...
En total, elles ont dépensé 357 millions, dont 14% de local. Et vous avez la répartition par média. Voilà, cet exercice peut être fait sur n'importe quel univers. Alors ça, c'est très intéressant pour comprendre les stratégies en fait, de communication de chacun des acteurs. Par exemple, ici, on va voir Direct Assurance, voilà, qui a une part de médias, par exemple, en télé, très présent, 27% de son budget en télé, comparé à 18% pour la moyenne, du secteur. Hein, voilà. Ils vont être sur l'ensemble des grands médias à 36% au lieu de 30%. En digital, ils sont paradoxalement comme le marché, à peu près, ils dépensent 39% de leur budget pour 34% la moyenne. Et par contre, ils vont faire beaucoup moins de marketing direct physique, ils sont à 25% pour une moyenne de 36%. Et à l'inverse, vous allez avoir Massif qui va dépenser 54% de son budget en marketing direct physique, mais qui ne va pratiquement pas faire de médias, 4% de son budget, voilà, et 42% de digital. Voilà, ça permet de situer en fait le niveau des dépenses par média en local pour chacune des marques. Voilà un peu ce que peut donner le résultat d'études. Donc après, on pourra travailler, si ça vous intéresse, dans chacun de vos univers, regrouper les enseignes et travailler ce marché-là. Voilà. Donc là, on a répondu au qui fait de la com locale et quelle est la taille du marché. Maintenant, on va regarder le pourquoi. Oui, alors là, c'est juste la carte voilà, des assureurs. Vous avez, donc par zone géographique, voilà, on est bien. Merci, du coup, ça me permet. Voilà, ça permet également de projeter sur tous les univers et par annonceurs le niveau de dépenses par bassin de vie. Hein, vous voyez, le niveau de surpression. On est dans le domaine des assurances et pour ceux qui connaissent le secteur, vous ne serez pas surpris de voir dans l'Ouest ce niveau de surpression. Plus c'est foncé, plus les montants sont importants. Hein. Vous avez une part très importante d'organismes d'assurance qui sont localisés dans cette région géographique. Voilà, voilà. Merci. Voilà, donc on a vu le qui, combien, hein, donc un marché très important, plus de 11 milliards d'euros net, sur un marché global de 33 millions. On a vu les acteurs locaux, les acteurs nationaux qui font de la surpression locale, qui est un marché de plus en plus dynamique. Hein, et on a vu des poids très différents de communication locale en fonction des secteurs d'activité et des acteurs à l'intérieur d'un même secteur d'activité. Maintenant, regardez pourquoi tous ces gens s'intéressent maintenant encore plus au local qu'avant. Pour les raisons que tu évoquais, c'est-à-dire que ces territoires sont extrêmement spécifiques et on a compris que, j'allais dire, même le terme annonceur ne veut plus dire grand-chose, on veut rentrer en relation avec les gens, il ne suffit pas d'envoyer un placard, une communication, c'est comment distiller son information, s'adresser au consommateur dans son environnement géographique et médiatique pour être plus connivant et installer un dialogue multicanal, pérenne et qui a du sens dans ce que voit, vit et observe chaque consommateur dans son environnement géographique. Et ce n'est pas la marge, comme je le rappelle, bien sûr qu'il y a l'identité française, mais différente des autres pays européens. Mais à l'intérieur de la France, les écarts sont aussi importants, bien évidemment. Il ne viendrait à personne à l'esprit de faire un plan européen en faisant la même chose dans tous les pays. Il y a une adaptation locale. Eh bien aujourd'hui, un cran plus bas, on va adapter les mêmes techniques pour saisir ces spécificités territoriales et être plus pertinent et plus connivant dans sa communication. Alors, pour s'en rendre compte, je vais prendre les cas d'une enseigne, j'ai pris le cas d'une enseigne, Monoprix, qui est présente sur tout le territoire, et regarder les différents environnements. Il y a des choses qui vont être constantes pour la marque, bien évidemment, dans sa relation à la marque, dans son public, mais on va voir que les aspérités territoriales sont extrêmement fortes sur cette enseigne, et qu'on ne peut pas communiquer, évidemment, de la même façon d'un territoire par rapport à l'autre. Alors, pour s'appuyer pour cette étude, on va s'appuyer donc sur notre méga parallèle, donc c'est pareil, plus de 25 ans d'historique, 10 millions de données collectées par an, 42 000 répondants, sur lequel c'est un questionnaire de 24 pages qui va rester 3 mois au foyer. Toutes les personnes du foyer vont répondre et vont nous raconter tout leur parcours d'achat et d'information. Voilà. Donc on traque depuis 25 ans dans tous les bassins de vie français les parcours d'achat et d'information des consommateurs. C'est à partir de là qu'on mesure ces effets territoires et ces spécificités. Toutes les données sont traitées, dès qu'on parle du local, c'est fondamental, ne sont pas traitées par zone administrative. Elles ne sont pas traitées, on va les traiter par bassin de vie. Alors, le concept de bassin de vie est fondamental. Quand on a démarré ces travaux il y a 35 ans, c'était à Nantes d'ailleurs, je me tourne vers Jonathan qui est nantais, j'avais présenté mes belles études départementales aux patrons de Leclerc, des patrons de Leclerc à l'époque, de Rosé, d'Atlantis, enfin c'était pas encore Atlantis à l'époque, j'ai fait une belle étude départementale des comportements de consommation. Je me suis pris un râteau monumental parce que j'ai arrivé avec mes beaux chiffres départementaux. Il m'a dit mais le département c'est quoi Xavier? Moi je suis à Rosé, moi je suis à Saint-Herblain, machin. C'est une moyenne statistique. Donne-moi des chiffres français, ce sera aussi bien parce que voilà.
Ils ont compris qu'évidemment, ce qui les intéressait, c'était ce que le consommateur voyait, l'offre à laquelle il accédait, et pas un chiffre départemental. Personne ne met en compétition une offre départementale. Et vous avez des populations entre Saint-Nazaire, si vous prenez le nord-ouest de Nantes ou le sud, si vous prenez le bassin de Rezé ou le bassin de Saint-Herblain, vous allez avoir des populations totalement différentes qui n'accèdent pas à la même offre, qui n'ont pas les mêmes modes de vie. Donc ils m'ont dit, il faut que tu retravailles ta copie et que tu fasses des échantillons avec des territoires sur lesquels les consommateurs voient la même chose. Voilà. Donc j'ai retenu la leçon et on a recommencé tous les travaux en dessinant les bassins de vie. Donc on a fait dessiner en fait à tous nos panélistes tout simplement leur territoire vécu au quotidien. C'est le bassin de vie est défini par le territoire que les gens ressentent et vivent au quotidien. Comment on fait faire, c'est tout simple. Ils habitent là, où je vais à l'école, où je travaille, où je rencontre des amis, où les principaux lieux d'achat, et chacun dessine sa carte mentale. La carte mentale d'un individu, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a dedans, je suis un expert, je me déplace, je sais tout, à l'extérieur, j'ai un comportement de touriste. Et dans la relation à l'achat et à la distribution, c'est fondamental. Et cette zone de vie, on l'a fait tracer à 42 000 répondants depuis 25 ans. Et en superposant schématiquement chacune de ces cartes individuelles, eh bien on arrive à dessiner les territoires partagés par les mêmes populations. Alors du coup, ça devient extrêmement intéressant parce qu'on inverse le concept de zone de chalandise, qui est un résultat. On se met à la place du consommateur, et on s'est dit, on va raisonner quelles sont l'offre que je vois, auquel je peux accéder. Et il y a tout le partage d'expérience, comme les gens partagent les mêmes territoires, tout l'effet bouche-oreille qui est fondamental en communication locale, en fait, va être partagé par les mêmes populations. C'est la question, où est-ce que tu fais tes courses, voilà, tu vas au week-end emmener tes enfants s'amuser. Exactement, c'est ce dont on parle partout dans les dîners en ville. Tiens, tiens, je suis là-bas, machin. Devant l'école. Le directeur de rayon, il a changé, c'est plus bien, je vais chez machin, enfin voilà, tout ce qu'on se dit. Quand on parle d'une enseigne, on ne va pas parler d'une enseigne en général, dans ces discussions, on va parler du chef de rayon de telle enseigne. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on va recueillir comme image et perception d'enseigne, c'est la vision partagée par des consommateurs qui accèdent à la même offre commerciale. Il ne reste plus que 2 minutes 20 pour Monoprix. On a 20 minutes déjà, on a passé les 20 minutes déjà. Voilà, là, on va aller plus vite. Alors, vous le retrouvez, voilà, c'est ça le principal. Voilà, donc on va taper juste les headlines. Donc regardez, là vous avez tout simplement la carte de fréquentation. Ici, donc 12,6% de fréquentation Monoprix sur l'ensemble du territoire. Plus c'est foncé sur la carte, plus la pénétration de la marque est importante. Donc vous retrouvez ici la pénétration France entière et sur territoire de la marque. Comme il couvre une grande partie du territoire, la pénétration est pratiquement la même, France entière et sur territoire. Alors ici, vous le retrouverez, je vais vous expliquer, vous le retrouverez. Là, c'est une corrélation entre la fréquentation, donc là, chaque point représente les bassins de ville, et vous avez la densité des mètres carrés Monoprix et la fréquentation. Bien évidemment, par bassin de vie, plus vous avez de mètres carrés de magasins, plus la fréquentation est importante. Heureusement, c'est logique. Voilà. Faut espérer pour les investisseurs. Ce qui est intéressant, ce qui est parfaitement avec une corrélation très forte. Ce qui est important, c'est de regarder les points qui s'éloignent de la droite. C'est-à-dire que où j'ai plus de pénétration proportionnellement à ma densité, ou par rapport à ma densité, j'ai moins. Et là, on va regarder que c'est le concept de... On voit des magasins en difficulté là où c'est exactement ça. On voit des magasins on voit tout de suite les magasins sur ou sous-performants. Comme comme on est sur un marché homogène, donc tout le monde peut accéder, c'est le principe de l'étude du bassin de vie au magasin. Pourquoi je le fréquente plus et moins? Alors on voit que c'est très lié. Très souvent c'est lié en fait à l'environnement. Alors ça, il y a des critères internes, mais c'est lié à l'environnement qui est plus ou moins favorable, c'est ce qu'on va regarder. Regardez, on enlève complètement ici la notion de densité. On fait uniquement cette même corrélation, pénétration, performance de l'enseigne par bassin de vie, et par rapport au potentiel cible. C'est-à-dire qu'on a calculé le profil type, c'est-à-dire les clients et les clones des clients Monoprix, et on a calculé leur densité par bassin de vie. Regardez la courbe de corrélation, elle est encore plus forte. C'est-à-dire que alors qu'est-ce que ça veut dire pour performance, le cluster 1 par exemple? Le cluster 1, ça veut dire que vous êtes dans des magasins qui ont une très forte pénétration et qui ont un potentiel cible extrêmement important sur la zone. Voilà. Il faut aller chercher du client. Voilà. C'est là où on va pouvoir entretenir, c'est-à-dire que là on explique la performance, en fait, comme on a neutralisé la densité, la performance s'explique uniquement par rapport à la quantité de population. Regardez la spécificité des territoires. Alors là, il y a des typologies, là, vous les retrouverez dans le document, je ne vais pas les commenter. Regardez, souvent quand on fait un profil sociodémographique, on a 20-30% d'indices supplémentaires par rapport à un critère, c'est un peu plus jeune. Regardez sur la typologie Elite High-Tech, je n'ai pas le temps de vous la commenter, mais Elite High-Tech, on devine ce que c'est. Ouais. Indice 479, ça veut dire qu'il y a dans la clientèle de Monoprix, c'est pratiquement 5 fois plus représenté sur cette typologie territoriale.
320 sur les bobos, etc. Voilà, donc on voit que c'est très la caractérisation géographique des clients, les typologies, est extrêmement importante. Voilà, c'est donc que vous retrouverez. Vous retrouvez ici, regardez ici les parcours médias également, des clients Monoprix sont extrêmement typés. Donc vous avez, les médias sont regroupés en médias, hors médias et digitaux. Vous avez le parcours média, les points de contact mesurés des Français, et vous avez la spécificité des clients Monoprix. Par exemple, eh bien, en global, ils sont beaucoup moins prospectus parce que la chaîne en fait beaucoup moins, comme elle l'a annoncé. Donc vous allez retrouver un indice de 36. Voilà. Alors, c'est spécifique. En fait, si on est directeur de la communication d'Intermarché, il ne faut pas appliquer les mêmes méthodes. Là, justement, là, en tout cas, vous avez les mêmes parcours d'information et vous voyez les écarts. Vous allez avoir les écarts dans les parcours d'information. Allez, on est sur Paris, regardez les indices extrêmement forts. 4 fois plus de population cible représentée sur Paris. Avec les deux typologies, Elite High-Tech et Bobo, vous qui connaissez bien Paris, quand c'est un peu plus, même quand c'est plus clair, c'est très fort, on est sur les Bobos, tous les quartiers est de Paris, mais qui sont déjà à 200 en indice. Très forte densité, très représentée, pénétration, regardez, impressionnante par rapport aux 13 de moyenne de l'enseigne. Regardez, on est à pratiquement 65% de pénétration, c'est-à-dire que 65% de la population a comme magasin de référence sur cet environnement. C'est énorme. C'est connu empiriquement. Voilà, c'est connu empiriquement, c'est mesuré. On sait pourquoi, c'est la concentration de produits. Et on va aller rapidement sur d'autres. Alors vous avez le parcours média sur Paris qui est différent. Regardez, on change. On va ici sur Lyon. Indice de potentiel 242, il est encore fort, hein, l'indice moyen c'est 100. Mais on voit déjà qu'il y a plus de taches blanches, donc il y a déjà moins de densité de population cible, mais qui sont très représentées sur certains quartiers. Voilà. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes typologies. Voilà. Donc on voit bien que là aussi, il y a une adaptation territoriale extrêmement importante à faire de la communication et des parcours médias. Là, la pénétration est importante, mais également un peu plus faible que tout à l'heure. Parcours média encore différent sur la zone géographique. Et on va sur Annecy, regardez, indice de population 91, c'est-à-dire que c'est bien tout le bassin où la population peut accéder, mais on a une population cible qui est beaucoup plus localisée, beaucoup plus concentrée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des clients qui viennent de tout le bassin, mais beaucoup moins parce que le profil type est beaucoup moins représenté. Donc on voit bien tout de suite une adaptation. Il y a des montagnes après aussi. Hein, il y a des montagnes, oui, mais même les gens ils mangent aussi dans la montagne, donc il faut c'est pas en volume, on est bien en pénétration par territoire. Hein, donc on voit bien que là, ici, il y a une adaptation de concentration géographique adaptée à chacune des typologies sur la zone. Voilà. Là, on voit du coup que la pénétration est plus forte, légèrement plus vaste, c'est bon, je vais terminer. Et le parcours média ici, par exemple, est complètement différent, où là, par exemple, les prospectus catalogues remontent quand même, alors qu'ils étaient très peu cités. Mais comme vous savez, Monoprix, on a refait sur les magasins qui étaient présents en région, bien évidemment. Ils en font en province. Et regardez, l'explication est là, parce qu'on voit que déjà, ici, l'indice remonte sur cette... Voilà, j'ai un peu trop dépassé, je te repasse la zapette. Merci beaucoup, Xavier. Ces chiffres France Pub sont extrêmement intéressants. En tout cas pour moi, pour mon travail, ils sont absolument essentiels parce qu'à la fois ils sont très très fins et puis c'est une des rares mesures qui couvre tous les investissements de communication, ce qu'on appelait avant le média, le hors-média, auquel s'est ajouté largement le digital. Donc merci beaucoup Xavier pour ton intervention. C'est au tour de Madame Benchmark de vous parler de la communication locale. Alors, j'ai eu la chance je peux remercier les acteurs qui ont participé à cette étude, les enseignes bien sûr, mais aussi, vous voyez, beaucoup d'acteurs historiques ou plus récents qui m'ont permis en fait de tenter de faire un état des lieux de la communication locale. Donc, merci à tous ces acteurs. Et rien que ce slide, ça dit quelque chose de la diversité des compétences et des expertises dont on a besoin pour assurer une bonne communication locale. Alors je me suis fait le plaisir de faire une petite galerie des portraits des gens que j'ai eu la chance d'interviewer. Je les remercie individuellement parce que 45 minutes à 1 heure dans votre agenda pour répondre à mes questions. Merci à tous et vous les connaissez sans doute tous. Et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les connaître parce que ce sont des acteurs essentiels sur la communication des enseignes. Ce que vous m'avez dit, c'est que finalement, à la fin, quand je décortique tout ce que vous m'avez dit, il y a autant de définitions de la communication locale que d'entreprises ou de manière de la traiter. Et que cette communication locale, elle se définit à partir de plusieurs choses. Alors, des notions de niveau décisionnel, où est-ce qu'on prend la décision? Alors, elle est collégiale, participative, collaborative ou pas. Où est-ce qu'on prend le niveau de décision sur la com locale? Le degré d'autonomie du point de vente, hein, est-ce qu'il est fort, il est faible ou absent? Les supports et contenus qui sont utilisés en communication locale. Et puis, bien sûr, cette notion essentielle de granularité de ciblage.
Alors, ce qu'en disent les experts, chez Cospirit, on dit la communication locale se concentre sur un point de vente et non sur une enseigne. C'est simple, merci Cospirit. Chez Mediapost, on dit la communication locale, à l'opposition de la communication nationale, elle vise un public ciblé selon son lieu de résidence et ou son lieu de consommation, et c'est essentiel. Et en 2020, quand tout d'un coup, toute la consommation des Français s'est établie autour de leur domicile, ça a changé beaucoup de choses au niveau des indices de consommation en France. Et Facebook qui dit « De nouveaux clients vous attendent au coin de la rue, attirez leur attention grâce à Facebook ». Ce qui me semble, moi, c'est qu'il y a un réengouement pour la communication locale. Donc, ce que tu disais, effectivement, il y a un mouvement de balancier, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait dans les grandes enseignes un service de communication locale, 2-4 personnes, qui répondaient à tous les briefs en permanence qui remontaient des magasins, pour l'ouverture, la réouverture, etc. Mais à l'époque, il y avait effectivement beaucoup de campagnes. Voilà, chaque fois c'était du ad hoc et on n'était pas dans cette idée de massifier comme on est aujourd'hui. Alors, le contexte après, effectivement, que vous connaissez, c'est cette appétence des Français pour la communication locale. En alimentaire, la notion de local est exigée avant le bio. Et en non-alimentaire, le Made in France, et tout ça, ça booste la communication locale parce qu'on va adapter les messages avec les produits du territoire. Le local aussi, vous l'avez dit, rassure par rapport à la mondialisation et les crises actuelles. Face à la défiance des marques, le local semble plus vérifiable. Je peux voir même l'usine qui fabrique de l'Ariel est peut-être à 50 km de chez moi. Les entreprises nationales comme internationales qui justement vantent leurs ancrages locaux, leurs engagements économiques et sociaux dans les territoires, c'est aussi de la communication qui va être en surpression au local. Et puis la communication locale, alors ça c'est extrêmement important, c'est difficile à exprimer, mais c'est ce lien particulier avec le consommateur au travers son identité culturelle, son ancrage territorial. Si Michel Edouard, si l'enseigne Leclerc plutôt prend la parole sur TF1 ou dans le Télégramme de Brest, eh ben, c'est pas tout à fait la même émotion, le même lien qu'on va ressentir quand on est dans ce territoire. Alors, comme le disait effectivement Xavier, et vous nous l'avez tous partagé, la communication locale, elle participe, entre autres, à l'efficacité globale de la communication d'enseigne. Donc, la consommation diffère d'un bassin à l'autre. Aucun média n'est consommé de façon linéaire dans toute la France, à ce que dit Cospirit, ce que dit France Pub. Les indices d'audience sont très disparates. Et donc, communiquer localement, pour une enseigne, c'est faire la surpression locale qui va gommer les faiblesses des plans médias et des plans d'action commerciale nationaux. Local ou multilocal, il n'y a pas de choses aussi différentes selon les organisations, mais effectivement, selon les organisations, la stratégie, les moyens bien sûr, les campagnes, elles peuvent être pilotées nationalement avec tous les décrochages et les ciblages que permettent les médias historiques et digitaux. Tandis que quand on est à l'autre bout de l'organisation, la communication locale, c'est l'autonomisation des régions, des magasins dans leur choix, la création, et souvent avec un accompagnement bien sûr du siège et ou de prestataires nationaux ou locaux. Alors un enjeu très très fort dans la définition de la communication locale, c'est l'enjeu de la granularité. Voilà, comment on passe des moyennes nationales à la donnée magasin, donc merci Xavier. Donc historiquement, la grande distribution, elle est basée sur ces iris, c'est ce découpage donc pour les zones de chalandise, mais aussi historiquement pour la distribution de catalogues. Alors les iris, vous le savez tous, ça veut dire îlots regroupés pour l'information statistique. Je vous avoue que ça fait 20 ans que j'utilise le terme, mais je me suis renseignée dernièrement pour savoir exactement ce que voulait dire le sigle. Mais l'idée, c'est le découpage de la France en mailles de taille homogène, un travail fait par l'INSEE à l'origine. Alors aujourd'hui, c'est un vrai sujet quand on veut faire de la com locale. Alors la com locale, elle n'a pas été inventée en 2021, on en fait beaucoup avec un empirisme éclairé. Mais aujourd'hui, quand on veut vraiment travailler avec des outils qui nous permettent d'être plus performants, il faut décider, est-ce qu'on veut utiliser une maille très très fine, on peut aller jusqu'à la France découpée en 1 million de carreaux avec des données, donc ça c'est l'outil Grid de Publicis Connect, en 50 000 zones iris, en 6300 codes postaux, en 200 bassins de vie pour France Pub, ou en rayons kilométriques comme vous proposent des plateformes en digital. Alors justement, vous avez tous dit plateforme. Alors qu'est-ce qu'on entend par plateforme? C'est assez varié, mais l'idée de cette, excusez-moi du terme, mais la plateformisation, c'est que
Avant tout, c'est quoi? Ce sont des outils simples qui sont à utiliser sans compétences informatiques. Donc c'est vraiment un apport des acteurs du digital depuis plus de 20 ans. L'idée de plateformiser, c'est de trouver une rentabilité, en tout cas pour les grandes agences médias, pour gérer des campagnes, le plus grand nombre de campagnes, mais dont le budget individuel peut s'élever à quelques centaines d'euros. Donc en industrialisant tous les process de création, production, médiatisation. Et puis ces plateformes, elles offrent des avantages tangibles, c'est-à-dire qu'on va plus contrôler la création, on va massifier les achats, on va pouvoir évaluer les performances des médias. Et puis, ça permet bien sûr de créer des campagnes et de les médiatiser. Et pour certaines des plateformes, et c'est une expertise assez spécifique, permettre cette micro-facturation de tous les tenants d'une campagne pour facturer un seul magasin. Alors, ce que vous avez partagé et ce qui est ressenti aussi, c'est que on ne peut pas être dans du 100% industrialisé. Donc sinon, on va laisser de côté des donneurs d'ordre locaux, patronnes de magasins qui n'ont pas envie de passer leur journée sur des plateformes, ou des gens qui ont une maturité par rapport à l'évolution rapide de la communication digitale. Donc c'est clair que si on est en 100% automatisé, on va laisser de côté certains donneurs d'ordre. Donc il est nécessaire de permettre une modulation entre l'automatisé et l'accompagnement humain. D'ailleurs, il y a tout un monde construit autour de la communication locale, dont certains ont le métier d'accompagner humainement des acteurs magasins à utiliser des plateformes qui sont, elles, 100% automatisées. Donc, il semble à chacun qu'en fait, il y aura toujours un équilibre humain-machine à préserver pour une plus grande efficacité dans le temps. Alors, une plateforme tout média, c'est une question. Donc, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a de nombreuses régies médias qui travaillent sur les médias traditionnels et le digital, que tout ce qui concerne les catalogues, les courriers adressés, les PLV, les SMS, les newsletters, donc soit plus de 60% des dépenses du retail, elles ne sont pas pilotables par la majorité des plateformes. Il y a des plateformes qui sont uniquement orientées sur le digital, voire que sur Google et Facebook, c'est déjà un monde en soi. Et puis il y a les plateformes historiques du métier du pré-presse qui offrent déjà un bras armé sur le digital, parce qu'ils traitent la donnée produit, la donnée promotionnelle pour des supports qui vont du prospectus au post Facebook. Donc ça, c'est ce que j'appelle mes 4 mousquetaires, Altavia, Seacom, LPEV et Gutenberg. Et certains d'entre eux ont développé même des outils spécifiques pour la communication locale, donc Hyperspread chez Altavia, Brand & Shop chez Seacom, et chez LPEV, il y a un seul outil qui s'appelle Big One. Alors, le paysage en fait des acteurs qui proposent des plateformes, alors ce sont soit des plateformes qui sont accessibles à des experts du média, à des experts de l'enseigne, ou alors des plateformes qui vont donner la main directement au magasin. Donc on a les acteurs historiques du pré-presse ou de l'annuaire, Altavia, Seacom, LPEV et Solocal. On a les agences médias, donc Dentsu, Cospirit étant spécialisé en communication locale depuis 26 ans si je me rappelle, Publicis Connect, Avast City. Alors j'ai bien marqué liste non exhaustive. Si vous êtes ici, vous vous dites j'aurais dû être sur ce chart, faites une réclamation en direct sur le chat et je vous contacterai. Les GAFA, ce sont les plateformes natives. On peut directement faire des campagnes sur ces plateformes. Et après, pour les grands comptes, il y a un accompagnement conseil. Et puis après, il y a tout un monde très grand, et je pense qu'il n'y a pas la place pour tous les logos, des acteurs du digital plus CRM, du presence management qui apportent des solutions. Alors la plateforme du futur, qui donnerait accès à des données comportementales de consommateurs, voilà, comme ceux de France Pub, qui donnerait la possibilité d'acheter, passer commande auprès de tous les médias depuis les magasins, qui donnerait une bibliothèque de templates ou de kits de campagne qui permettrait une adaptation aux messages et décrochages locaux, une exécution opérationnelle de même qualité du print au digital en passant par tous les médias ciblés à partir de données CRM, qui permettrait la microfacturation. Avis aux amateurs, cette plateforme n'existe pas. Alors des exemples de campagnes locales, on va rentrer dans un magasin et je remercie Marie Perriou qui je pense est en ligne avec nous, avec qui j'ai pu travailler à livre ouvert sur ce qu'elle faisait dans son magasin et en dehors du magasin en tant que responsable de la communication du Leclerc Verne-sur-Sèche, non loin de Rennes. Alors regardez ces campagnes. Quand vous rentrez dans le magasin,
essayer de discerner ce qui est de l'ordre de la campagne nationale ou de la campagne locale. Donc vous avez toutes les campagnes transversales de l'enseigne quand on rentre en magasin en haut, vous avez la campagne des soldes, vous avez du média digital avec des écrans, et regardez le poids des campagnes qui ont été faites en local. C'est impressionnant et en quantité et en qualité. Allons maintenant dans l'épicerie et regardez à nouveau qu'est-ce qui s'y passe. On a même le bruit du magasin. On a même le balisage des œufs, voilà, où on explique comment lire les informations sur les œufs. On a un beau festival de la viande qui renouvelle bien le style des excellentes et très efficaces foires à la viande annuelles dans les supermarchés. Et là, à nouveau, voilà, on a le pâtissier qui est en train de nous montrer qu'il nous fait une bonne tarte, là, ça donne envie. Regardez le poids et la qualité des créations en local. Et enfin, on va finir avec l'alimentaire hors sol, les messages Covid, malheureusement, tout ce qui est caisse automatique, pareil, des créations locales très, très importantes en poids et en qualité. Bravo Marie, et merci beaucoup. Un autre exemple qui montre que sur le support historique de la grande distribution, le catalogue, on peut aller jusqu'au niveau magasin, donc avec une charte nationale qui est respectée par chacun des magasins. Leclerc-Colombe, ils ont un petit peu adapté, mais est-ce que c'est vraiment grave, où on voit que là, on est avant tout dans une construction d'offres locales en relation avec les alliances locales et une communication avec un cadre national. Alors des exemples dans des tailles de magasins qui sont beaucoup moins importants qu'un hypermarché Leclerc. L'ouverture par exemple d'un magasin Day by Day. On va jouer du marketing direct, on va jouer de la promotion, on va ajouter du digital. Ça veut dire que par rapport à la répartition des investissements au niveau national, on est dans la même utilisation des médias, sauf que ce magasin, et d'ailleurs l'enseigne, n'est pas sur les grands médias, en tout cas pas encore. Un plan de communication dans un hypercora, c'est extrêmement intéressant parce qu'on aurait pu faire un schéma en disant il y a les intégrés et il y a les indépendants, il y en a qui sont très à l'aise et très agiles sur le local et d'autres un peu moins. En fait, Cora est l'exemple un peu inversé parce qu'il y a toujours eu un directeur marketing dans les hypermarchés Cora, donc qui fait sa communication et lui plutôt il est aidé par le siège plutôt qu'une organisation top-down. Donc là pareil, on retrouve du marketing direct, de la promotion, du digital, énormément de support et d'agilité, du CRM, etc. Sauf l'accès aux médias qui sont gérés par le national. Si on regarde le digital, et j'ai voulu regarder parce que évidemment ils ont une page Facebook par magasin, et là en fait on a comparé, on a fait une étude sur tout le mois de septembre, parce qu'on était déconfinés, puis septembre c'est important commercialement. On a regardé la page de les commerçants, la page nationale, la page au hasard du Super U Fessenheim, qui est quand même le magasin de Dominique Schelcher, et puis la page du magasin qui, je pense, est le plus proche d'après Mappy, pour regarder si c'était la même chose. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une communication nationale qui se décline? Est-ce qu'il y a du local qui est le même partout? En fait, non, on se rend compte que sur 30 jours, il n'y a jamais des communications qui sont les mêmes. Alors en même temps, vous remarquez quelque chose, on pourrait se dire, il n'y a pas de charte, tout le monde fait ce qu'il veut dans son coin, mais quelque part il y a une charte que je perçois en tout cas, c'est que ce sont les collaborateurs qui prennent le pouvoir sur leur rayon pour dire aujourd'hui j'ai un coup de cœur, aujourd'hui j'ai fait une choucroute magnifique, aujourd'hui j'ai un coup de cœur sur une promotion locale, un fromage qui vient d'arriver, je relais une promotion nationale, vignette à droite, etc. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que peut-être pas de charte perçue, c'est une forme de charte très intéressante pour la communication locale. Alors, ça amène la question de ce que j'ai appelé la crainte exagérée des créations exotiques. C'est-à-dire qu'on a un peu peur au siège, et ça dure depuis très longtemps, hein, Xavier, je me tourne vers toi, de dire, ah là là, si on leur laisse la main sur la communication, les magasins ils vont faire n'importe quoi, on va avoir le vieux logo, un message corporate qui est pas bon, etc. Donc tout le monde a peur qu'on desserve en fait son image. Moi je pose deux questions sur ce sujet. Je dis, est-ce qu'on a demandé un jour aux clients comment ils percevaient les communications réalisées localement? Est-ce qu'il ne faut pas un peu de lâcher prise? Deux, alors moi je suis un acteur de la pige, plutôt des campagnes nationales, je relais aussi des campagnes locales, mais il n'y a pas de pige
de toutes les campagnes locales totalement exhaustives. Et du coup, c'est ce genre d'outil qui sert à mettre en avant les initiatives remarquables, comme on l'a vu chez Cora ou chez Leclerc Verture-Sèche. Ben voilà, ça gommerait complètement la créa qu'on trouve horrible, etc., qui est une parmi des millions. En tout état de cause, moi, depuis plus de 20 ans que j'observe la communication des enseignes, la communication locale a fait un très grand bond qualitatif. Donc, de toute façon, aujourd'hui, toutes les enseignes sont quasiment équipées d'un outil qui permet de mettre à disposition des offres, de les décliner, etc., en respect de la charte nationale. Alors, les outils sont très variables. On va du répertoire dans un cloud, un répertoire partagé, jusqu'à des outils très sophistiqués, dont on en parlait tout à l'heure, des plateformes. Alors, les campagnes qui sont préfabriquées en amont, qu'on peut déclencher en fonction de certains contextes, elles n'ont pas vraiment changé, en tout cas les raisons n'ont pas vraiment changé, c'est ouverture, réouverture, remodeling d'une partie du magasin, nouvelle offre, riposte concurrence, ça il n'y a pas vraiment de nouveau. Et clairement, ce qui change, c'est effectivement le type de support, le nombre de supports et la façon de communiquer qui change aujourd'hui, plus que les objectifs qu'on cherche à travers ça. Alors, sur les supports de la communication locale, on pourrait passer énormément de temps sur ce sujet, mais juste ce que j'ai voulu traiter pour cette conférence, c'est est-ce qu'on utilise au niveau local les mêmes médias qu'au national. Donc là, merci encore France Pub. Donc ça, c'est la répartition en fait des dépenses de communication de la grande distribution sur 2019. On va avoir 2020 bientôt qui va nous dévoiler un poids plus important du digital, on s'y attend tous. Donc aux dépenses nationales, on est quand même dans un milieu où le marketing direct et la promotion dominent toujours. Et bien, quand on regarde ça au niveau local, on se rend compte qu'on a accès déjà à tous ces médias. Donc le catalogue, on peut le faire au niveau magasin, la promotion bien sûr, les courriers adressés, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais ça peut être des moyens de réactiver des clients endormis, mais aussi des moyens premium pour inviter, quand on faisait des soirées foire au vin, malheureusement, c'est pas trop d'actualité, mais ça va revenir. Tout ce que Xavier appelle les médias propriétaires et Internet, donc acheter du display programmatique, faire du Google My Business, bien sûr faire du SMS. Alors SMS, c'est pas sexy, mais ça marche très très bien et il y a une forte appétence des responsables de com. Waze, bien sûr, etc. Alors la télé locale, on peut en faire aujourd'hui, on peut acheter du TV Grenoble. Demain, la télé segmentée, ce sera autre chose. La presse quotidienne régionale reste très importante. Donc là, on a une annonce de Décathlon dans le Dauphiné Libéré, mais on a aussi, bien sûr, la plateforme du Dauphiné Libéré, dont je suis bien sûr une abonnée, qui va relayer du display ou des opérations événementielles dans un contexte plus local. La radio se décroche. Affichage longue durée bien sûr, autant que pour relayer des actions commerciales. Alors, et le presence management. Le presence management, alors c'est étrange, on m'en a pas vraiment parlé spontanément quand j'ai interrogé mes experts sur la communication locale, pourtant ça me semble essentiel, c'est-à-dire que avant de communiquer pour un magasin, il faudrait peut-être dire où il est et s'il est ouvert, surtout en ce moment, les horaires varient beaucoup. Donc voilà, pour moi c'est un enjeu majeur, c'est à la croisée de la localisation du magasin, donc ça paraît clair pour tout le monde, des données d'offres, de services et malheureusement moins souvent encore de l'activation commerciale. Donc les fiches Google My Business, elles sont encore perfectibles, on a fait un test sur tous les secteurs, pas sur les plus grosses enseignes, voilà, qui ont toujours tous les moyens, mais pour voir un petit peu, voilà, il y a encore des défauts. La couverture de tous les grands carrefours d'audience web est rarement atteinte aujourd'hui. On pense peut-être Google My Business bien plus qu'avant, mais est-ce qu'on pense à être surtout sur Apple Maps par exemple. Et puis là, je trouve que clairement, il y a un apport incontournable des outils centralisés qui déploient de la donnée magasin en dynamique et sur tous les relais digitaux. Alors, hier, on était dans l'affichage longue durée, on était dans les pages jaunes. Aujourd'hui, on a toujours l'affichage longue durée qui est important, surtout un magasin qui est un peu caché dans un coin. Mais il y a aussi être présent sur toutes les plateformes qu'on fréquente et puis sur, bien sûr, Google My Business. Et d'ailleurs, la question que je pose aux responsables de com qui sont présents aujourd'hui, c'est de quand date votre dernier post Google et où en êtes-vous sur le suivi de vos avis locaux à suivre. Alors, conclusion et perspective, et là je tiendrai mon timing. La communication locale, je pense que c'est un réengouement mesuré, mais je trouve aussi justifié. Donc il y a vraiment aujourd'hui cette exigence qu'on a eue sur la communication omnicanale, elle doit se déployer au niveau local.
Cette habitude des clients de s'informer sur les possibilités d'achat au plus près de chez eux, avec la meilleure offre, le meilleur prix promo, voir l'état des stocks est totalement ancrée. La réputation, elle se construit ou se déconstruit au niveau de l'entité locale, avec possibles répercussions sur tout le réseau. Il y a un enjeu d'équilibre entre les ressources humaines et techniques, vraiment pour craquer tous les challenges de la communication locale, et ce n'est pas un des moindres enjeux. Pour moi, seule la conjugaison des meilleurs prestataires et des meilleurs outils vont permettre de hisser la communication locale à un niveau d'excellence, parce que si on veut être sur tous les médias, c'est extrêmement compliqué de le faire sans outils et sans compétences. Un monde sans cookies, c'est un sujet d'aujourd'hui, redonne une valeur inestimable aux bases de données clients bien pilotées et accessibles au niveau local. Aujourd'hui, il est impossible de se passer d'études économétriques, tu es d'accord ? Complètement. Approfondies pour optimiser l'ensemble des investissements de communication et pas seulement les investissements médias, le média, le hors-média, le digital. Et il y a un fort enjeu de formation aux plateformes et aux messages publicitaires pour rendre les équipes autonomes face à la course au poste. Donc la communication locale, en résumé, elle est riche quand elle conjugue le marketing direct, qui est toujours en pole position, les GAFA qui sont incontournables, du display programmatique hors GAFA, et notamment par exemple sur les sites de la PQR, tout le potentiel du presence management. La data client, c'est un socle indispensable à enrichir data externe pour atteindre un ciblage local le plus pertinent. Et en magasin, au siège, de nouveaux métiers dédiés à la communication locale exigeant une forte polyvalence. Et puis demain, votre magasin à la télé, chez vraiment vos clients sur leur box. Donc cette TV segmentée dont on attend beaucoup, c'est un sujet d'actualité, c'est en test, à suivre. Donc merci pour votre écoute. Je vais passer la main à Jonathan qui va se présenter. Tout le monde connaît Jonathan. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jonathan, effectivement je suis le fondateur de Je bosse en grande distribution. Et derrière le média que vous connaissez, puisque c'est celui qui vous a invité à ce webinaire, il y a aussi un communicant qui est moi, avec mon équipe, et on accompagne des enseignes dans leur communication digitale. Et je sais que vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous suivre, notamment au niveau des magasins. Nous, ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, ça va être un peu en deux étapes. On a mené une étude auprès de 11 enseignes de la grande distribution au niveau des pages nationales pour comprendre comment elles communiquaient sur Facebook et sur Instagram. Et dans un second temps, dans cette présentation, on évoquera justement des tendances, des enseignements, et on va essayer de lever quelques idées reçues par rapport aux stratégies social media. Alors, la méthodologie, effectivement, on a recensé 11 pages nationales des enseignes de la GSA sur l'année 2020. Donc du coup, on va aussi pouvoir voir un impact du Covid sur la visibilité des enseignes en mars-avril et aussi le restant de l'année. Alors, quelques chiffres d'abord sur Facebook au niveau des pages nationales. Alors, ce classement, vous l'avez déjà vu, c'est le classement des enseignes nationales au niveau des interactions générées sur Facebook en 2020. Donc, on l'avait communiqué début d'année, en janvier. On mesure toujours les interactions, c'est-à-dire les commentaires, les réactions et les partages, puisque c'est pour nous le symbole de la visibilité et de l'engagement auprès de son audience. Alors effectivement, on peut mesurer aussi le nombre d'abonnés, même si ce n'est pas forcément pertinent, on peut mesurer la portée, on peut mesurer les vues de vidéos. Nous, ce qu'on retient principalement, c'est le nombre d'interactions. Alors, on voit beaucoup de verts, on voit Intermarché, Système U, Carrefour et Grand Frais qui ont gagné en interaction au cours de l'année 2020. Mais ce qui est assez étonnant finalement, c'est qu'on voit aussi du rouge dans un contexte où la grande distribution a eu un coup de projecteur assez dingue. Vous connaissez l'histoire, c'était en tout cas en mars-avril. Des enseignes comme Lidl, Leclerc, le Auchan, Casino ont fait moins d'interactions en 2020 qu'en 2019. Quand on approfondit un petit peu au niveau mensuel, c'est qu'on se rend compte effectivement, alors vous avez en rouge le volume des interactions, toutes enseignes confondues, le nombre de publications, toutes enseignes confondues, et vous avez effectivement en abscisse les mois. Et on se rend compte effectivement qu'il y a eu une hausse des interactions en mars, quasiment du x5 par rapport à janvier-février. Donc effectivement, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Donc effectivement, les enseignes ont énormément communiqué à ce moment-là. Elles ont cassé un peu leur ligne éditoriale pour partager des informations pratiques, rassurer les clients. Donc voilà, les pages nationales ont eu un rôle extrêmement important à jouer en mars. Ça s'est prolongé un tout petit peu en avril. Et étonnamment, cette tendance, elle est restée stable pour le reste de l'année. À part de septembre à décembre où il y a une saisonnalité et toujours des temps forts commerciaux où les enseignes communiquent davantage. On est à peu près à 20, 25, 30 posts en moyenne par enseigne, par page Facebook. Et donc on a cette saisonnalité
qui va jusqu'à décembre. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on publie plus là où effectivement il y a un temps fort important, mais aussi où la concurrence est beaucoup plus importante. Donc on publie aussi pour essayer d'aller chercher de la visibilité. Au niveau des formats utilisés, au niveau des pages nationales, on se rend compte aujourd'hui que la photo est très présente. Alors quand je dis photo, c'est un visuel classique, c'est-à-dire ça bouge pas, une photo simple, soit un album photo. Donc ça représente environ un post sur 2. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la vidéo prend une part extrêmement importante dans la communication des enseignes. Ça représente environ un post sur 3, mais on verra, c'est assez étonnant, c'est que ça peut être contre-productif. C'est que la vidéo n'est pas aussi engageante qu'on le prétend. Et moi, il y a deux formats qui m'intéressent énormément, c'est les liens et les statuts, qui sont des formats qui sont a priori pénalisés par Facebook, ce qui n'est absolument pas vrai. Et on verra que dans les faits, ça génère des taux d'engagement extrêmement importants. Alors juste par rapport aux liens, vous connaissez déjà, mais par rapport aux statuts, ce sont ces types de posts. C'est-à-dire que les enseignes partagent du texte brut, elles en font très peu par an, mais on a des taux d'engagement. On dirait des lettres. C'est des lettres, ouais. C'est des lettres toutes simples, comme un texto finalement. Ouais. Et ça génère des taux d'engagement extrêmement colossaux. Il me semble d'ailleurs que le post de Lidl en haut, à droite de l'écran, c'est le post le plus engageant de l'enseigne en 2020. Donc preuve que des fois... 10 000 partages. 10 000 partages, 33 000 likes, on peut imaginer une portée potentielle de 3-4 millions de personnes. C'est assez dingue. Et c'est un format qui est aussi utilisé en local, alors souvent pour partager des informations pratiques, souvent parce qu'on n'a pas le visuel sous la main, et c'est un moyen très simple de rentrer en interaction avec sa communauté. Au niveau, on revient un petit peu sur le classement, mais du coup on a une visibilité plutôt au niveau en abscisse sur les fans et en nombre de publications en ordonnée, et on se rend compte d'une chose, c'est que c'est pas la taille qui compte. Plus la bulle est grosse. Plus la bulle est grosse, plus on génère l'interaction. Plus on est à droite. Alors plus on est à droite, plus on a d'abonnés sur notre page. Donc on voit une enseigne comme Carrefour qui a 12 millions de fans sur sa page, ce qui est absolument colossal, qui publie environ 250 fois par an. N'est pas forcément l'enseigne qui génère le plus d'interactions pour autant. On voit également Leclerc et Cora qui sont très très actifs sur les réseaux sociaux, qui partagent environ 400-450 posts par an. Et on voit que Cora a une toute petite bulle, donc ça veut dire qu'ils sont très peu engageants, finalement, ils sont très peu visibles. Et à l'inverse, on a des enseignes comme Intermarché ou comme U, qui elles vont faire moins de posts, mais vont peut-être en faire mieux, et qui donc vont pouvoir générer davantage de visibilité. Donc ça c'était pour Facebook. Sur Instagram, c'est encore très riche d'enseignements. Vous l'avez vu aussi ce graphique, alors il y a un peu plus de vert que sur Facebook. Instagram était un petit peu un réseau à la mode en 2020. Alors, l'est toujours, mais on voit qu'il y a quand même une stagnation au niveau du réseau. Monoprix, qui est un peu un réseau, qui est un peu une enseigne historique sur Instagram, parce qu'elle était présente déjà, je crois, en 2011-2012, génère énormément de visibilité, énormément d'interactions, et continue à progresser. Et on a des enseignes comme Casino, qui était plutôt moins bon sur Facebook, qui va générer beaucoup d'interactions sur Instagram, assez étonnamment. Alors toutes les enseignes ne vont pas profiter de cette visibilité au cours de l'année, et ce qui est assez drôle finalement, c'est que Instagram a presque été un peu oublié finalement en mars-avril. Et on voit ici toujours, alors en rouge ce sont les interactions, en noir ce sont le nombre de publications, et mars, étonnamment, est le mois où les enseignes ont été les moins actives et quasiment un des mois où les enseignes ont été le moins visibles. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement les enseignes ont eu peur un peu de casser leur ligne éditoriale, où souvent Instagram c'est plutôt dédié au beau, à des belles photos. C'est pas forcément dédié au partage d'informations. La déco. Et les enseignes n'ont pas C'était pas trop le sujet en mars 2020. C'est ça. Et les enseignes n'ont pas osé casser leur ligne éditoriale. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse, mais il y a une grande chance que ce soit ça. Au niveau de la position des enseignes, alors je mets un peu Monoprix à part, qui a une bulle gigantesque sur ce graphique, qui compte environ 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux et qui comptabilise 1 million d'interactions sur l'année. Pour 2% de part de marché sur le marché. Ce qui est assez incroyable. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de rapport entre part de marché et présence sur les réseaux sociaux. Et on verra que c'est la stratégie éditoriale qui fait la différence. Alors, Géant Casino est très présent, assez étonnamment, au niveau des interactions. En général, il y a un tiers groupé, on le voit ici, il y a entre 100 et 200 posts par an au niveau des enseignes sur Instagram. Ça représente un post tous les 3 jours environ. En tout cas, c'est assez riche d'enseignements. Alors Lidl est très bon aussi. Lidl est très bon, ils sont très forts notamment sur les partenariats, sur l'influence marketing, et ils vont s'appuyer justement sur du sponsoring. Je pense à l'Euro, je pense à la Coupe du Monde. Ils ont été très bons, je pense au handball aussi. Ils en profitent pour avoir de la visibilité. Alors,
Au niveau des formats utilisés, alors la photo reste omniprésente, un petit peu comme sur Facebook, on avait 50% des posts. Sur Insta, c'est à peu près 2 posts sur 3, la photo. On retrouve la vidéo, mais qui est beaucoup moins présente, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. IGTV qui représente 4% des posts. Donc IGTV, c'est le format vertical des vidéos de plus d'1 minute sur Instagram. Et on retrouve aussi les carousels, très peu utilisés, mais en revanche très engageants. Alors, c'est des données larges, on peut en parler pendant des heures. Dans cette étude, on a effectivement recensé 11 pages nationales. On a fait un tiers groupé des données globales au Natio, et on a aussi fait des fiches enseignes où on voit différents enseignements en fonction des 11 enseignes représentées. Alors, j'ai 6 enseignements à retenir de cette analyse-là. C'est que la vidéo n'est pas systématique. On se rend compte aujourd'hui dans l'étude, mieux vaut une bonne photo qu'une mauvaise vidéo. On se rend compte aujourd'hui que les enseignes elles vont utiliser la vidéo sur des formats très courts, entre 10, 20, 30 secondes, et ce n'est pas forcément une durée qui est suffisante pour apparaître dans l'algorithme de Facebook. Aujourd'hui, si je devais donner un conseil, c'est quand vous créez une vidéo, c'est faire une vidéo qui capte l'attention rapidement. Il faut être très bon dans les 5-10 premières secondes. Pour avoir travaillé justement pour Boot pendant quelques semaines, ils avaient un enseignement, c'était dans les 5-10 premières secondes, il faut qu'on dise déjà tout. Pour justement que la personne accroche. Ouais. Ce qui est important dans l'algorithme de Facebook, c'est que les vidéos qui génèrent des taux de complétion élevés, c'est-à-dire que le pourcentage de personnes qui restent jusqu'à la fin, plus il est important, plus la vidéo va être diffusée, à la fois sur la page de l'enseigne, enfin la page Facebook du magasin ou de l'enseigne, mais aussi via Watch qui est un peu le pendant YouTube de Facebook, qui va permettre d'avoir des vidéos visibles parfois 1 semaine, 3 mois, voire 1 an après sa diffusion. Et on a beaucoup d'enseignes, d'autres médias même un peu en parallèle, qui utilisent justement des vidéos longues pour générer de la visibilité, continuer à capitaliser et à gagner des fans. Et ce qui est hyper important également, c'est de créer du contenu qui soit intemporel, justement, je vous l'ai dit, c'est de créer des contenus qui soient visibles dans la durée. Pas de partager du show, mais plutôt partager ce qu'on appelle de l'actu froide, présenter des producteurs locaux, par exemple, éviter en tout cas toute communication trop commerciale. Et sur Insta, c'est encore hyper intéressant. Alors j'ai pris volontairement Monoprix et Casino, qui sont les 2 premiers comptes au niveau des enseignes en France. On se rend compte d'une chose, c'est que alors vous avez en rouge les taux d'engagement, et vous avez en histogramme la répartition des formats. Et on voit ici qu'en bleu, qui représente les vidéos, plus on va utiliser la vidéo sur Instagram, plus on a de chances de faire baisser les taux d'engagement. Alors ça a été confirmé au moment où on a fait l'étude, Instagram ne l'avait pas confirmé. La vidéo va être un peu moins visible sur Insta, justement parce que c'est pas engageant. Donc ça revient un peu à ce qu'on s'est dit au début, mieux vaut partager une bonne photo que de partager une mauvaise vidéo. Deuxième chose, on va aussi lever quelques croyances et idées reçues, c'est diversifier les formats. Alors les photos, oui, on l'a vu. La vidéo, on l'a vu aussi, mais dans des durées plus longues. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que les liens fonctionnent aussi très bien. Et les liens, même si ça permet à un internaute de sortir vers le site web, c'est pas pénalisé par Facebook, bien au contraire. Vous prenez des posts de médias, dans le top 10, vous aurez 9 posts liens et 1 post vidéo. Donc les liens fonctionnent encore, à condition que vous partagiez du contenu à valeur ajoutée, en tout cas de l'information. Et aussi partager des statuts, on l'a vu, c'est des formats texte. Alors on voit des enseignes qui partagent justement des liens. Ici j'ai pris l'Hyperune Mayenne qui partage un contenu qui le concerne directement, ça a été relayé par un média local. Donc ça va générer de l'engagement, en tout cas ça va générer de l'engagement local. On a ici Plogacel à gauche, qui va partager une information locale, pas forcément liée au magasin, mais ça va concerner aussi la zone de chalandise. La vie des gens dans le bassin. Voilà, c'est ça, ça va concerner la vie quotidienne. Et ce type de choses, ça va aussi renforcer la proximité, créer du lien avec son audience. Et puis on a d'autres enseignes comme Biocop en local qui vont partager du contenu qui soit plutôt en concordance avec les valeurs de l'enseigne. Donc là en l'occurrence c'était une info un peu positive. Mais voilà, ça génère de l'engagement, ça génère une proximité et les liens ne sont pas du tout pénalisés. Troisième élément, moi j'incite les enseignes à décentraliser les campagnes nationales, ou en tout cas accompagner les magasins à adapter le message national aux spécificités locales. Alors j'ai repris un exemple, c'était en septembre, au moment où Leclerc a communiqué sur l'arrivée du toile en jute
pour remplacer les sacs en plastique dans ces magasins. Alors on a eu une campagne média qui a très bien fonctionné, hein, très carré, une belle vidéo qui marche très bien en télé. Mais on se rend compte que les magasins locaux l'ont adapté. Alors non pas partagé la vidéo en tant que telle, mais par contre l'ont adapté, ont adapté en fonction des codes des réseaux sociaux, avec de l'authenticité, de l'incarnation. Et c'est des choses, voilà, c'est assez original. On montre les gens du magasin avec le nouveau sac. Et alors, on ne peut pas mesurer l'impact de ces posts au local, mais je suis quasiment convaincu que ça a eu beaucoup plus d'impact en tout cas que le post que vous voyez ici à gauche de l'écran. Quatrième élément, alors on rentre dans les choses un peu plus techniques, c'est détecter les signaux faibles, en tout cas apprendre à les détecter. Donc ça veut dire que nous aujourd'hui on accompagne les enseignes justement à repérer les bonnes pratiques au local, alors soit dans l'enseigne, soit au niveau de la concurrence. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'essayer d'aller trouver des synergies dans les bonnes pratiques. Pour moi, cette détection de signaux faibles, elle donne droit à deux stratégies. Une stratégie qui va être descendante, c'est-à-dire que le magasin va faire office de veille de tous les magasins, de tout le dispositif, et va ensuite nourrir les magasins locaux en bonnes pratiques. Et autre stratégie, c'est une stratégie plutôt ascendante, c'est-à-dire que l'enseigne nationale va se nourrir des bonnes pratiques locales pour le diffuser au national et amplifier le message. Ça a été beaucoup fait en mars-avril, notamment par Système U, on le voit, hein, par Lidl, c'est-à-dire qu'on leur remontait de l'information. Alors c'est parfois des vidéos, des selfies, vous voyez, hein, c'est pas toujours bien cadré, c'est pas toujours, la luminosité n'est pas parfaite, mais c'est des contenus qui sont authentiques, qui sont vrais et qui parlent justement aux internautes. Alors on voit ici avec Lidl, on voit ici avec U les commerçants qui prend la parole pour faire la promotion d'un magasin qui mettait en avant un producteur locaux. On a toujours U les commerçants voilà, qui partagent un selfie d'un patron de magasin qui va justement distribuer des chocolats au personnel soignant. C'est des petites choses. Alors c'est pas du commercial, c'est clair, mais ça partage en tout cas, ça véhicule les bonnes valeurs de l'enseigne. Et alors ça a été un petit peu perdu malheureusement après mai-juin, où les enseignes finalement en fait se sont servies de ça parce qu'elles n'avaient pas trop grand chose, elles n'avaient pas forcément anticipé les contenus à poster par rapport au contexte. Mais il y a un enjeu en tout cas pour les enseignes à les repérer et à encourager les initiatives locales et à les remonter aux nationaux justement pour amplifier le message. 5, c'est créer des contenus pédagogiques. Donc là on sort totalement des contenus à vocation commerciale. C'est une des grandes erreurs en tout cas de certaines pages Facebook des magasins, c'est créer du contenu qui va apporter de la valeur aux gens. Et c'est un peu le retour des vieilles infographies qu'on voyait il y a 10 ans déjà sur Facebook, même ailleurs. Je prends l'exemple de Auchan ici, qui a partagé ça l'été dernier. C'était une astuce de l'été pour comment allumer son barbecue avec une boîte d'allume-feu. C'est tout bête. Alors ça a été initié par un magasin et ça a été remonté ensuite aux nationaux pour que tous les magasins le diffusent. Et ça leur a généré énormément d'engagement sur la période. Je prends un autre exemple ici avec Plogastel qui partage du contenu plutôt orienté anti-gaspi, plutôt engagé RSE. Ce type de contenu, vous voyez, j'ai laissé volontairement les engagements, on va toucher parfois 50% de la base fan, c'est quand même assez intéressant. Et ce type de contenu va être partagé en masse sur le réseau social. Et ça marche aussi bien pour Facebook que pour Instagram. Et 6, c'est Elisabeth en a beaucoup parlé aussi, c'est apprendre à créer un storytelling, c'est se servir des réseaux sociaux pour témoigner du savoir-faire, mettre en valeur l'image et les valeurs de l'enseigne, et surtout parler du terrain. Alors, tu as parlé de Marie Perriot justement, qui met souvent en avant justement les rayons métiers. On voit de plus en plus d'enseignes qui montrent aussi les équipes dans leur métier. On montre le savoir-faire, on fête le départ à la retraite. Oui, voilà, c'est énormément de... Alors, c'est des choses qu'on voyait pas beaucoup avant et qu'on voit de plus en plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous parlez avec des responsables marketing ou de communication des magasins, souvent ils se disent mais qu'est-ce que je vais dire quoi. Au bout de 3 mois, ils se disent bon bah j'ai fait le tour du magasin, maintenant de quoi je parle. Alors que les magasins sont riches d'événements. Il faut croiser ça avec les saisons, avec ce qui se passe autour du magasin, il y a plein de choses. Les magasins sont riches d'animations, donc il y a autant d'événements que d'occasions de prendre la parole. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous dresser en tout cas ces 6 enseignements qui sont importants je pense pour votre stratégie locale. Alors, je vous invite aussi, et je l'ai lancé officiellement hier, mais la première sera envoyée tout à l'heure, c'est que j'initie avec mon équipe une veille justement pour vous accompagner et à trouver des publications pour animer vos réseaux sociaux. Donc pour vous inscrire, vous allez sur Je bosse en grande distribution, vous avez un onglet Social News, et là vous pourrez vous inscrire et avoir accès justement
à des idées de publication. Donc c'est via un abonnement mensuel, mais je suis convaincu que c'est 100% opérationnel pour vous et vous obtiendrez rapidement du résultat. Merci la parole à Elisabeth. Bravo. Est-ce qu'on peut dire que c'était ton premier webinaire et que tu t'en es C'était mon super premier bien webinaire, ouais. Bravo à toi. Merci beaucoup à tous les deux. Alors on est à votre disposition s'il y a des questions. Donc, comment connaître son bassin de vie? Le sien, propre. Après, en fait, quand on positionne une enseigne, en fait, on va positionner tous les points. On a aujourd'hui toutes les enseignes locales qui sont représentées, dans ce cas national. Et en fait, on va superposer, en fait, comme vous le faites classiquement avec un département, sauf que le maillage qu'on va utiliser, c'est le bassin de vie. Et on va donc tout simplement par rapprochement de la présence de l'enseigne. Aujourd'hui, sur tous les bassins de vie, en fait, ils sont déjà caractérisés avec toutes les données de parcours d'achat et d'information, mais également toute la présence et la densité de tous les réseaux. Donc ça se remet en cartographie, en tableau de bord, de façon extrêmement simple. Il suffit de nous le demander. Alors, est-ce que votre analyse donne les mêmes résultats sur la GSS? On ne l'a pas fait. Tu l'as pas faite? On pourrait le faire. Alors, effectivement, quand on a commencé l'étude, on a commencé à publier des résultats. Plusieurs enseignes, alors Picard, Naturalia notamment, je pense à eux, m'ont demandé d'ajouter ces enseignes dans le classement. C'est vrai que sur Je bosse en grande distribution, on parle beaucoup de la GSA, parce que déjà c'est mon métier d'origine, j'étais chef de rayon chez Leclerc et Système U, mais effectivement dans l'année on va davantage parler des enseignes GSS, même si c'est très difficile à catégoriser. Je ne peux pas mettre pour moi un Leroy Merlin à côté d'un But ou d'un Decat, pour moi c'est des enseignes très différentes, donc c'est prévu au cours de l'année. Et de mon côté, dans l'enseigne, donc quand j'ai interviewé les experts, on parlait de toutes les enseignes. On m'a parlé de choses très performantes chez Boulanger, chez Leroy Merlin. On m'a aussi parlé d'Intersport. Voilà, il y a des enseignes qui ressortent. Après, faire des moyennes sur la GSS, dans mon métier, moi je travaille si bien sur la GSA, sur la GSS, c'est souvent assez dangereux parce que c'est pas homogène. Donc c'est important pour creuser, en fait, si vous êtes intéressé par l'étude, c'est de faire votre secteur par rapport aux grandes tendances et en tirer des enseignements. Donc, comment choisir un bon partenaire média communication local? On t'es pas obligé de faire de la pub que pour toi. C'est un très vaste sujet, un média communication locale. C'est très compliqué. Il y a de l'humain, il y a de l'humain, il y a de l'expertise, il y a la volonté ou pas de mettre tous les œufs dans le même panier parce que ça a un côté plus simple d'avoir une seule agence qui ferait tout. Dans le domaine de la communication locale, ça paraît difficile d'avoir un seul partenaire parce que c'est très vaste entre faire un catalogue boîte aux lettres à faire du presence management. Là, on vous a cité quelques enseignes. Je pense que c'est important de les rencontrer, d'échanger avec eux sur la même grille, un peu ce qu'on fait quand on fait un appel d'offres, avoir une grille de critères. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? Non, après on a des magasins qui internalisent la compétence de plus en plus. Alors, je pense beaucoup à Leclerc justement, qui a des services marketing, alors parfois assez denses, ça va d'une personne, des fois à 5 personnes, voire même bien plus. Donc la compétence s'internalise de plus en plus. Alors effectivement, il y a beaucoup d'agences qui existent aujourd'hui. Toutes ne sont pas forcément expertes, en tout cas de la grande distribution, mais ont des compétences en tout cas en social media. Après, il y a beaucoup d'outils qui gravitent autour. On a parlé de Campaign, Digitaleo, on va pas tous les citer, Deeprich. Le mieux, c'est aussi de mesurer les objectifs et l'attente qu'on a autour de sa communication et de mettre des efforts en place pour essayer d'atteindre ces objectifs. Merci. Alors, il y a une question plus technique sur Facebook. Vous avez parlé de vidéo en social. Qu'en est-il pour le display classique? Recommandez-vous de la vidéo ou mieux vaut-il garder des GIFs? Il y a l'école qui dit les GIFs ou l'école qui dit des GIFs. Il y a un gros débat chez moi. Classique. C'est une vraie question. Alors la programmatique, c'est moins tendance quand même qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a une tendance quand même à une visibilité moindre sur ce format-là parce que vous connaissez les adblocks qui s'intègrent maintenant dans quasiment tous les navigateurs. Donc ça reste un format intéressant, mais il faut avoir conscience qu'on ne maîtrise pas forcément les budgets, les enchères et la visibilité qu'on va pouvoir avoir. Parce que ça dépend aussi des audiences qui vont être générées sur d'autres médias dans une zone de chalandise dédiée. Aujourd'hui, des outils comme Google, Facebook sont presque aussi performants. Et moi, j'incite plutôt des magasins à faire de la pub sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où les enchères et les coûts au clic, les coûts aux vues sont relativement faibles aujourd'hui. Donc j'incite les enseignes à le faire, à condition d'avoir une stratégie de contenu en amont.
Alors une autre question pour toi. Décidément. Pour les statuts et liens sur Facebook, suite à votre analyse, est-ce vrai aussi hors période Covid, donc en ce moment et pour une page nationale aussi? À quelle fréquence recommandez-vous de publier des statuts ou liens? Alors les statuts, c'est vrai que ça marche, ils sont très engageants justement parce qu'ils sont rares. Moi je recommanderais d'en faire un par mois par exemple, déjà pour essayer de voir comment ça réagit, parce que toutes les pages ne réagissent pas de la même façon. Alors il faut uniquement sur des choses qui vont qui vont pas être commerciales, comme je l'ai dit juste avant. Et sur les liens, alors moi je recommande pas forcément des liens internes, même si on voit des enseignes maintenant qui essayent un petit peu de personnaliser aussi le dispositif interne, comme le site web. Moi je recommande déjà d'essayer sur des partages de contenu liens, de l'information locale. Vous avez tous chez vous des informations de Ouest France, la Dépêche, etc. Essayez de partager des informations locales déjà pour voir comment ça réagit. Et en fonction des temps d'engagement que ça génère, essayez de lever le curseur, d'en faire peut-être 2-3 par mois, puis 5-6 éventuellement. Il n'y a pas de règle. Test and learn, il n'y a pas de règle en fait. On ne sait pas. Tester et approuver. De la modestie. De la modestie, oui. Du travail. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Je pense que j'en ai pas oublié. J'ai des remerciements, merci. Par rapport au tract papier, le partage d'un lien catalogue en ligne est-il une bonne idée? Alors, ça se fait beaucoup au niveau national. Je pense que c'est un must de la communication nationale. Qu'est-ce qu'il en est au niveau local? Moi, ce que j'ai entendu dire de la part des magasins, que relayer des opérations qui sont très relayées par l'enseigne, le catalogue dans des millions de boîtes aux lettres, qui est relayé en partie en radio, en affichage, en presse et sur la page nationale, c'était pas forcément ce qui allait générer le meilleur engagement sur la page magasin. On dit souvent sur Facebook, un post sur 10 doit être à vocation commerciale. Moi je dirais même 0 post sur 10, vocation commerciale. Non, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que dès que vous mettez des mots comme promotion, prix dans vos publications, on voit que, même moi quand je le fais sur Je bosse en grande distribution, on voit que ça ne fonctionne pas, même si des fois c'est des contenus d'actualité. Voilà, Facebook, en tout cas dans son algorithme, détecte ces mots-clés et a tendance à ne pas du tout les valoriser. Donc moi je vous incite à ne plus le faire, ou peut-être en sponsoriser, éventuellement en boost, soit en notoriété, soit en trafic vers le site éventuellement. Ça peut être efficace. En tout cas, encore merci à tous les acteurs qui ont participé à l'étude. À toi Xavier, voilà, je suis ravie de travailler avec toi depuis de longues années, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'expertise. Et puis nouvellement avec Jonathan, alors c'est une découverte, je l'ai appelé en décembre je pense, ou en novembre, et on ne s'était jamais rencontrés physiquement. Avant aujourd'hui on a dit on va plus se quitter maintenant. Merci à vous.